Chers amis, téléspectatrices, téléspectateurs du kiosque, bienvenue sur le plateau de Zouk Télévision. J'ai le plaisir d'animer cette émission en compagnie de quatre chroniqueurs que je vais accueillir dans un instant. Et d'ores et déjà, je puis vous dire que le programme est intéressant. Par contre, comme nous sommes en période électorale, il va traiter de pas mal de sujets, mais disons que les analyses politiques que nous délivrent certains chroniqueurs ne seront réservés que pour la semaine prochaine. Donc, c'est un petit teasing. On vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine, puisque avant de démarrer l'émission, ça y allait bon train. Voilà. Donc, je vais d'abord accueillir Michel Branchy. Bonjour Michel, bonsoir Michel, ton actualité, comment vas-tu? Et tu as quelques minutes pour prendre la parole souverainement. Mais écoute, mon actualité, en dehors bien sûr de l'actualité politique, c'est le Beryl quand même, dont nous allons parler, bon, qui a quand même surpris, beaucoup, parce que notamment sur la côte Caraïbe et sur le sud. Bon. Et bon, ça veut dire ceci, c'est que c'est un ouragan qui est précoce dans la saison. Et on peut se poser la question, est-ce que cette précocité de cet ouragan qui a frappé par contre certains voisins de la Caraïbe, dont on commence à mesurer d'ailleurs, ce n'est que maintenant qu'on commence à mesurer les dégâts. Je pense que cette précocité, est-ce que ce n'est pas des éléments, en tout cas c'est ce que disent les Caribéens, des éléments du changement climatique dont sont responsables les grands pays industrialisés et pas les pays caribéens. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce que disent les pays caribéens frappés. Donc, voilà une question. Bon, ça demande bien sûr l'expertise des météorologues. Hein. Bon, faut pas se précipiter parce que, je me rappelle qu'à une époque, quand il y avait un cyclone, dans mon enfance, on disait c'est les expériences nucléaires. On attribuait ça aux expériences nucléaires à l'époque. Donc, il faut faire attention. Il y a des cycles et il y a des choses qui se reproduisent. Mais néanmoins, c'est mon actualité. Très bien. Et en particulier, j'ai été frappé par ce qui s'est passé à Port-de-France, puisque je suis fou y aller. D'accord, très bien. Merci. Je suis cher d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, effectivement, alors tu dis météorologue, il y a aussi les climatologues qui s'intéressent à la question, parce qu'effectivement, un aussi gros ouragan, catégorie 4 voire 5, fin juin, début juillet, ça interroge beaucoup. Guy Albert Duhamel, ingénieur social, merci beaucoup d'être là. Et donc, je te pose la même question. Comment vas-tu et quelle est ton actualité de la semaine? Mais ça va bien. C'est vrai que semaine chargée quand même. Je pense qu'il y a... Et mon actualité, elle est générale. Bon, je suis le cours de l'actualité normale de ce pays, du monde. Kanaki m'a beaucoup secoué quand même, tous ces problèmes qui sont passés en Kanaki, et puis l'actualité politique actuellement dans cette période un peu trouble. Et ce qui m'a ramené un petit peu à interroger d'une manière un peu scientifique, on peut dire ça comme ça, si tu veux, quelles sont les dynamiques anthropologiques des élections aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui porte cette dynamique anthropologique des élections. Je ne parle pas de sociologie, je parle d'anthropologie, c'est-à-dire que comment on reçoit les urgences permanentes, puisque tout est une urgence permanente, puisque le degré de l'urgence, c'est la priorisation des urgences. Alors la sociologie, c'est l'étude des sociétés, l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme en tant que tel. Oui, voilà. Et parce que je trouve maintenant qu'il y a un individualisme du vote. Le vote n'est pas un fait social, ce n'est pas les Martiniquais qui votent, c'est chaque personne dans une société avec des besoins différents et des perceptions de ces besoins de manière différente. Et quand on voit aujourd'hui l'ampleur de ces urgences, ce qu'on appelait une priorité, maintenant, c'est un chapelet. C'est-à-dire que les gens égrènent chaque jour des priorités sociales de plus en plus préoccupantes, que ce soit l'emploi, que ce soit le climat, puisqu'on parlait de ça aussi, le rapport, effectivement, aux identités, puisque là, on parlait d'une identité, maintenant, on pluralise les identités.
au niveau des problèmes de sécurité. C'est-à-dire que je crois qu'il y a tellement de besoins, tellement d'urgences qu'on ne sait plus par quoi prioriser. Et un retour quand même à de l'électorat aux urnes, même si c'est un retour timide, mais on voit quand même qu'il y a une petite progression qui suit cette dynamique. On s'y attendait à voir pleuvoir aussi le RN en Martinique, et encore merci encore aux gens qui ne forcent pas ce choix-là, car en dépit de tout, on voit que même dans les périodes les plus inquiétantes, anxiogènes, quelquefois, nos votes traduisent des émotions. Et je crois que c'est ces traductions émotionnelles de ce territoire qui ont constitué aujourd'hui la réflexion. Quelle est la dynamique de ces élections? Et comment aujourd'hui on se positionne, pas par rapport à l'élu possible élu, mais comment on peut confier un destin entre les mains d'une personne plutôt qu'une autre? Sous quel type d'argument? Sommes-nous dans des votes sanctions ou dans des votes actions? Qu'est-ce qu'on recherche? Donc je me demande, quand on va mettre un bulletin dans l'urne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend une réponse ou on sanctionne une non-réponse? Très bien. Ben, écoute, c'est une question très brillamment posée et qui nous amène à réfléchir. De toutes les façons, on aura l'occasion la semaine prochaine de revenir sur cette actualité brûlante. Daniel Chaumier, ben, écoute, merci d'être là et formule consacrée, comment vas-tu et quelle est ton actualité de la semaine? Eh ben, merci de l'invitation, toujours avec plaisir de vous retrouver et je salue pour les auditeurs et les auditrices du kiosque et toutes celles et ceux qui rendent cette émission possible. Donc je parle de la technique. Mais l'actualité, elle est effectivement l'actualité politique, dont on parlera, je pense, de manière très détaillée la semaine prochaine, très librement. Mais on a été frappés, nous, à Chelchia, par la soudaineté de Beryl. À 15h, je discutais avec des marins-pêcheurs de Fond-Laillé, donc tout va bien, mais regarde des matchs de football là. La mi-temps, on l'autre criait moins, tout allait bien, puis à 16h30, c'était la mer se déchaînait. Et à la fois, la soudaineté du phénomène, sa précocité sont un sujet, et ça renvoie à aussi la façon dont ce phénomène climatique est passé de catégorie 1 à catégorie 4 en un temps record. C'est quasiment de jamais vu. Avec des océans qui ont des températures de plus de 2 degrés, et ça, au-delà de la... Plus de 2 degrés supérieurs à la normale. Donc c'est des conditions extrêmement favorables à l'intensification de ces phénomènes et leur multiplication. Et au regard des dégâts, parce que tout le littoral a crasé, on se rend bien compte qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion de fond sur la façon dont on s'approprie le littoral de la côte Caraïbe, mais de manière générale la Martinique, et singulièrement, en tout cas, je suis très attentif à ce que nous ferons demain à Chelchia, parce qu'on ne peut plus consommer le littoral comme on l'a fait pendant un certain nombre d'années, et il faut avoir vis-à-vis de ça, non pas des réactions d'urgence. Je préconise toujours qu'on soit dans l'anticipation et aussi dans l'éducation. Et c'est vrai que, notamment sur la question de la lecture des alertes, parce que j'ai posé la question autour de moi, il y avait une alerte orange vague submersion. Mais on est tellement habitué à des alertes jaunes, à un moment donné, on reçoit tellement d'informations qu'à un moment donné, l'information qu'on reçoit, elle perd de relief. Et je pense que certains n'avaient pas réalisé qu'il y avait une alerte orange submersion. Très bien. Et une alerte orange submersion, ça veut dire quelque chose. Donc là, il y a vraiment de la pédagogie à avoir et un acte politique à repenser, notamment sur ces sujets-là, au long terme. Très bien. Merci beaucoup, Dany. Donc, Beryl, effectivement, alors, je donne la parole à Fred Lordino. Un petit commentaire. Vraisemblablement, les submersions ne sont pas assurées par les éléments, et notamment les équipements municipaux ne sont pas assurés par les vagues submersions, dès lors qu'il s'agit de quais, etc. Donc, c'est effectivement une question. Alors, Fred Lordino, le tonitruant Fred Lordino, je me permets de te taquiner, puisque, bon, on a l'habitude de ton GMEO et puis de tes saillies parfois provocatrices. À ce point, oui. C'est de l'ordre de la saillie. La gauche Djoldou. Et donc, je le prends un petit peu pour moi. Comment vas-tu et quelle est ton actualité de la semaine? Eh bien, bonjour, bonsoir à tout le monde qui a écouté le kiosque, et puis bonsoir à tous les amis chroniqueurs. Et surtout, bon, elle a continué d'écouter. Et nous sommes ni en période dangereuse qu'à venir. On nous prend du vent, avant du vent, pas prendre nous.
c'est ni Beryl, mais ni le parti de la flamme qui a venu. La semaine prochaine, peut-être la France qui a élevé, et puis en majorité, Front National. Donc, faut nous parler comme nous. Je vais dire ça. Il faut nous parler comme nous Martiniquais, nous résilients. Nous sommes anthropologues, sociologues, et puis nous. Ingénieur social. Faut nous, ingénieurs social. Mais il faut nous que ni, c'est encore de résilience. Il faut nous que du bout. Parce que d'après moi, il fait qu'il y a l'humain, mais Martiniquais, nous résistons. Donc, Beryl, 7 morts même dans la Caraïbe. Hein. Et les morts photo Cariacou. Petite Martinique. Mon sauteux. Et moi aussi, il y a des photos, la Barbade, Bridgetown, hein, il y a des moments marin pêché, on prend bon fait, et Austin, tous ces côtés-là. Et ça veut dire que faut nous vraiment prendre les phénomènes là plus au sérieux et arriver mettre en vraie coopération caribéenne, ni l'argent, Interreg, ni des millions qui ont dormi là. Pour nous prendre pour couronner, nous arriver à organiser des secours, peut-être accueillir des mamailles d'autres îles et nous-mêmes, accueillir nous aussi, puisque nous ni la montagne pelée qui peut dire rien, mais il y a un séjour il peut dire en bas. Donc, ça a montré soudaineté les phénomènes là. Donc, ça qui pas préparé, ça qui pas prendre vent, qui prend fait, et c'est qu'à nous. Donc, ça manque à souhaiter. C'est que nous mettons nous ensemble en ayant des grands sujets. Et le sujet de la prévention des risques naturels, c'est un des sujets que nous pouvons mettre en les piles là, Martinique. Notamment, pour nous recommander, nous avons soin ces gens, non. Parce que Kenny moun hélas blessé, Kenny, et apparemment pour moi, un système là, pour comparer, pour faire face à ces bagailles-là. Donc, ça m'a souhaité, c'est que malgré les périls à venir, on m'a dit ça, nous avons discuté de ça. Ça qui a passé là, je n'ai pas jamais pensé, que ça un jour en la vie, peut-être là la semaine prochaine, mais ça qui a passé là, c'est un vrai virage dans l'histoire politique de la France et de la Martinique. Très bien. Merci beaucoup. Donc, petit commentaire, comme tu disais, j'ai entendu des témoignages de Martiniquais qui vivent sur le littoral qui ont dit qu'ils n'avaient, en 30 ans, jamais vu la mer Caraïbe se déchaîner. Et là, on comprend la signification de la côte au vent et la côte sous le vent. La côte au vent, c'est celle qui est exposée, qui est rocailleuse, avec un profil topographique assez pentu, même falaise. Et la côte sous le vent, elle est protégée donc avec des plages. Et quand on a le phénomène cyclonique qui passe de l'autre côté, on voit très bien que le profil des plages accueillantes n'est pas fait, n'a pas l'habitude de recevoir de grosses houles, donc la côte sous le vent souffre énormément. Voilà. Petite précision comme ça. Donc le premier sujet, la 38e édition du Tour des Yoles aura bien lieu. Alors je me permets en guise de propos introductif de lire le communiqué de presse du Conseil exécutif du 4 juillet. La CTM confirme son soutien au Tour des Yoles. Il y aura 380 000 € d'alloués pour l'édition 2024. Quand le Conseil exécutif a été tenu ce matin. Et donc, l'émission 2024, cet événement emblématique, la collectivité territoriale de Martinique a attribué une subvention de 380 000 €, témoignant ainsi de son soutien continu à cette manifestation d'envergure internationale inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. En 2023, c'était également 380 000 € qui avaient été alloués. Et puis, depuis 2010, ce sont à peu près 4 millions d'euros qui ont été investis pour accompagner ce développement et cet événement médiatique et sportif, qui est considéré comme étant emblématique. Donc voilà pour mon propos introductif. Et je vais donc voir Guy Albert, puisque je te sais très intéressé par la culture. Et donc le patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est quand même une reconnaissance internationale qui, aujourd'hui, vaut son pesant d'or. Oui, c'est vrai que pour moi, le Tour des Yoles n'est pas simplement une activité ludique, une festivité dans un calendrier. On est quand même sur quelque chose qui se valorise, qui prend du sens. On parle de l'UNESCO, on parle d'un événement majeur, sportif majeur, endogène, indigène, peu importe. Mais la question qui se pose, c'est qu'on a failli passer à côté pour, semble-t-il, 200 000 €.
Et c'est là où j'ai un problème avec le chiffre. Ça veut dire que quand on est à ce niveau-là, quand on est avec cette reconnaissance, je ne comprends très difficilement l'économie générée ou non générée par cette activité, sa gouvernance, comment sa comitologie s'organise, et qu'on soit passé, semble-t-il, selon ce que je lis, ce que j'écoute, à côté d'un événement majeur qui serait un drame, c'est-à-dire que la capacité de tenir la 38e édition du Tour des Yoles, pourtant patrimoine de l'UNESCO. C'est pas cocasse ce que je dis, c'est que ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète dans la reconnaissance aujourd'hui de notre patrimoine. Ça m'inquiète aussi dans les politiques publiques de solvabilité et de solvabilisation de notre patrimoine. Ça m'inquiète également dans la déclinaison des opérateurs, collectivités, États et compagnie. Il lui fallu, semble-t-il, se soumettre à une cagnotte où il y a eu quelques enchères, un peu timide, 5 000 €, m'a-t-on dit aussi. 5 000 € de 2 maires, Tavernier pour le François et une mairesse, celle de Ducos. Et puis, nous avons eu la connaissance de 380 000 € de la CTM. Et puis, il y a quand même des industriels. Des industriels, il y a des grandes familles, grandes ou petites, je ne sais pas comment vous les appelez, mais en tout cas des personnes que nous avons décriées très souvent, qui viennent compenser justement cette chose. Le Tour des Yoles, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'une activité associative, ludique, de quartier, de proximité? Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de modes de communication marketing dans lequel on investit à des cagnottes économiques par-ci, par-là, au gré des générosités de tout un chacun? Ou est-on vraiment dans une dynamique d'une politique publique martiniquaise? Et quelles sont aujourd'hui les garanties qui sont données par les collectivités locales, qui sont données également par l'État, pour pouvoir éviter que nous ayons des vraies peurs ou des fausses peurs à quelques jours, voire secondes, d'une édition qui devrait commencer dans les quelques jours qui suivront là, pour 200 000 €. Et puis, quand on voit maintenant les communiqués de presse, fussent-ils très bien attendus, etc., comme une providence d'une lacune d'une année, j'ai du mal à comprendre vraiment quelle est la priorité que nous donnons à la culture, au sport et surtout au patrimoine des Martiniquais et des Martiniquaises actuellement. Merci beaucoup pour ton propos qui interroge effectivement. Alors, je poursuis pour dire que le patrimoine questionne tous les pays du monde. Hein. Il y a des questions qui reviennent notamment sur Venise avec le surtourisme et puis la fréquentation de trop de touristes qui dégradent les dalles sur lesquelles ils se promènent. Il y a aussi Paris, hein. On se questionne sur Paris, doit-on continuer à végétaliser Paris, doit-on supprimer des places de parking, doit-on laisser Paris muséal, c'est-à-dire comme... voilà, je me laisse prendre par mon propre piège. Ou alors doit-on permettre à Paris de se développer? Et puis il y a les fameux pays comme le Mali, avec les mausolées de Tombouctou qui ont été dégradés par les djihadistes. Donc la question de la culture se questionne beaucoup, se pose beaucoup. Dany, ton sentiment là-dessus, s'il te plaît. J'ai envie de rejoindre mon ami et voisin chroniqueur. Alors c'est vrai que le Tour des Yoles est devenu un spectacle. Et c'est vrai que c'est un élément patrimonial fort qui est reconnu, qui a le label, le sceau de l'UNESCO. Mais il y a 40 ans, c'était un sport qui était pratiqué uniquement de manière en conclave avec des initiés. Moi, j'ai maintenu le patéaté ni des camarades François, Bérange qui était chauffeur bus. C'est pourquoi c'était des fanatiquioles. Et on les regardait de manière étrange parce que, à la limite, le sport numéro 1 à l'époque, c'était le football. Et seuls les gens du François, du Marin et du Robert savaient de quoi on parlait quand on parlait de Yoles. Ça a été fait là. Ça a été fait là. Donc c'est aussi une victoire de voir que quelque chose qui était un élément patrimonial qui était centré sur certaines communes est devenu quasiment une marque qui caractérise ce que nous sommes en Martinique, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons exporter, ce que nous pouvons valoriser. Et de ce point de vue, c'est quand même dommage qu'il ait fallu attendre l'avant-veille de la manifestation pour que les acteurs de l'Aïol
ait la garantie d'avoir une somme qui est, somme toute, celle qui est traditionnellement versée. Donc sans doute un peu de retard, on peut le comprendre. Les mauvaises langues disent que, bon voilà, la CTMK est aux 380 000 euros, mais la Niger-Vabre, c'est 1 million d'euros. Donc ça aussi, tu parles du patrimoine, c'est aussi la question de ça. Ça interroge ce qui pour nous est une priorité. Certains avaient dit à l'époque à Fort-de-France qu'ils faisaient le choix des armes miraculeuses. Et je crois que la question de la culture est quelque chose qui est fondamental, de sa promotion est importante. Alors c'est vrai qu'il y a des petites guéguerres aussi derrière. J'entends des musiques entre un tel qui était dit oui, t'es ni déficit, pas t'es ni déficit. Se pose la question, à mon avis, surtout de la pérennité de spectacle, de ce qui est un spectacle, à la fois un élément de patrimoine, mais de spectacle qui peut être vendu. Alors je crois que c'est le tour des Yoles de juillet-août, là, comme d'habitude, mais pendant l'année, il y a des manifestations. Hein. C'est près de 14 manifestations de Yoles, 10 de bébé Yoles. Ce sont des produits qui peuvent générer de l'économie, qui peuvent générer des recettes. Et ce à quoi j'appellerais, au-delà, on va dire, de l'incident qui aujourd'hui devrait manquer, je l'espère pour demain, une autre approche de ce genre de démarche, c'est faisons en sorte que toutes ces manifestations, parce qu'il y a des touristes pendant toute l'année, soient présents. On peut vendre de la prestation, on peut vendre du rêve, on peut vendre la Martinique au travers de ces petites... il y en a 24 dans l'année, c'est quasiment 2 par mois, qui permettraient justement à la fédération d'avoir des recettes et finalement de pouvoir mieux financer ce projet qui doit peut-être, le cas échéant, être soutenu par des politiques. Donc c'est à la fois un appel à la vigilance des collectivités qui doivent être, j'ai envie de dire, aux côtés d'un événement de cette nature-là, mais aussi les acteurs de l'AIOL qui ont la gestion de ce spectacle, sans doute mieux valoriser ces questions au travers de leur activité régulière pour qu'ils ne soient pas, on va dire, à la merci d'un sous-sous. Hein, on a financé la TV, on a financé l'AIOL, et se sortir de cela, je pense qu'on perd de la crédibilité. Mais j'ai espoir qu'on en tire vraiment les leçons. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Fred, j'ai entendu dire qu'une Yole, c'est entre 20 000 et 150 000 euros pour son entretien annuel. Et puis j'ai entendu dire aussi, les chiffres ne sont pas précis du tout, que c'est entre 10 millions et 20 millions de chiffre d'affaires générés par cette manifestation-là. Donc je regarde le chef d'entreprise que tu es. Est-ce que tu as des précisions à me donner là-dessus? Oui, vous avez senti, moi, qui parler de chiffres. Mais bien sûr. Et si là, c'était un Yole... Nous avons crié la Yole défaillance. On a dit ça pour taquiner. Oui, c'est pas personnel. Mais pourquoi je m'ai dit ça? Parce que ça, quand même, extraordinaire. Moi, je comprends que c'était Samuel Tavernier, mais François, qui était conseiller exécutif pour l'économie bleue. Or, pourtant, c'est un Mapipiyol, un chef d'entreprise respectable, Félix Mérine. Et pourtant, au cas où c'est mais qui allait des entreprises martiniquaises pour y rassembler environ 235 000 euros pour sauver le tour de la Martinique de Yolron. Et je trouve ça beaucoup plus grave que mon cas. Parce que là, il y a que le président du conseil exécutif, vous voyez, la présidente de la fédération de Yolande, le 25 juin, il a dit comme ça qu'il a signé 45 600 euros de mandat pour le solde des subventions de la saison 2020-2021, 2020-2021, 2021-2022, et qu'il a et puis le service pour payer le solde du Tour des Yoles 2022-2023 pour 92 000 euros. C'est pas comme ça, la gamache. Sauf, et tout le temps, la CTM qui était dans les pratiques là, nous sommes en bas de l'eau, sans jeu de mots. Il faut que l'économie sociale et solidaire, qu'on les entreprises payent dans les délais, soit pas payées dans les délais, quoi, bah, il y a un intérêt moratoire, là, c'est subvention, ou bien si vous travaillez, quoi payer aux retenues de garantie. Nous, dans le même système-là, et Manteca dit ça, ici, il faut que sortir dans ce système-là. Donc, ça signifie que, je dis, la puissance publique, les pouvoirs locaux, pas capables d'assurer de la sérénité
financement en manifestation contre le tour de yol. C'est considéré au cas du tournoi sumo pas qu'à fait au Japon. Puisque moi-même, je comparer la yol au sumo au Japon. Pas ni sa pièce de l'autre côté. C'est yo qui a fait bayo, mais yo qui a mis l'argent. Et ça, je dit, zot, là, et moun ka coûté nous, là, il y a un grave problème. Parce que il faut que les pouvoirs publics locaux assument les responsabilités. Et là, je féliciter les entrepreneurs martiniquais qui mettaient l'argent dans le cadre de mécénat. Je féliciter aussi un groupe commercial martinique qui dit qu'il y a 50 000 euros. Je féliciter tout le monde qui mettait d'accord. Et je fait une proposition pour dire que c'est mon nom qui a géré le pays. Regardez ouais, juridiquement comment nous pouvons pérenniser, c'est-à-dire consolider. Et en proposition, c'est de créer, ça va créer un groupement d'intérêt public. Vous pouvez mettre d'accord pour financer un certain nombre de bagailles chaque année, parce que ce n'est pas normal que la fédération de Yolonde cadre le service territorial d'incendie 60 000 euros. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait 740 000 euros de déficit comme un cas qui arrive combler. Donc, message là que je fait passer par les responsables politiques martiniquais, c'est que arrêtez d'être dans les symboles de l'identité, les drapeaux, les hymnes, etc. Et puis, on nous mettez dans le concret, financer convenablement le tour des yoles. Merci beaucoup. Alors, je vais quand même, puisque tu as parlé d'un CTM, je vais partir. Mais non, mais je vais. Mais non, je sais que c'est pas personnel. Il y a trois éléments de réponse. Premièrement, il n'y a pas que le tour de la financer. Et donc, c'est une question de priorité. On a réussi à le faire quand même. Deuxième élément. N'y a-t-il pas nécessité, ça c'est Michel Blanchy que je vais interroger là-dessus, n'y a-t-il pas nécessité de revoir le modèle économique? Y a-t-il trop de yol? Y a-t-il trop de manifestations autour des yols? Enfin bon, c'est une question qui doit être posée à la Fédération des tours des yols. Et puis, troisième élément, eh bien, bon, c'est facile, effectivement la CTM est toujours coupable, et je donne la parole à la défense. Bon, moi, bien sûr, très naturellement, j'aurais souhaité que la CTM puisse subvenir aux demandes de la direction de Yolande, mais je n'oublie pas non plus que j'ai été aussi président de la commission des finances de la CTM et que nous avons eu à plusieurs reprises à examiner en commission des finances le budget du Tour des Yoles. Et quand tu dis que on doit demander, depuis l'époque, on demandait à la Tour des Yoles de revoir son modèle économique. De revoir son modèle économique depuis l'époque d'Alain Dédé. C'est pas d'aujourd'hui que cette question du financement est posée. Bon. Et par conséquent, et c'est vrai que. Alors, j'entends le discours, la culture, c'est prioritaire, etc. Bon, bref. Mais la culture, c'est autre réalité financière. Les réalités financières, c'est que nos collectivités ont des moyens limités et elles ont des priorités. Bon. Je prends l'exemple. Faut-il financer les CCAS qui aident les malheureux, les Martiniquais, ou le transport? Tout à l'heure, on a parlé du transport maritime. Ou l'APA. Ou l'APA. Ou les personnes âgées. Ou les handicapés. Bon. Autrement dit, je ne vais pas me lancer dans la démagogie facile. Alors, que le Tour des Yoles, d'après ce que j'ai entendu monsieur Tavernier a dit, bon, il a exprimé que le Tour des Yoles avait des retombées financières importantes de l'ordre de 20 millions d'euros. Bon, je crois qu'il n'est pas loin de la vérité. Bon, autrement dit, les entreprises bénéficient aussi d'un retour sur investissement. Bon. Et qu'elles participent à l'investissement, bon, on parle de mécénat, bon, c'est défiscalisé.
les sommes qui sont données sont déduites sous les lois sur le mécénat, sont déduites. Mais pas totalement, pas entièrement. En partie. Bon, elles sont déduites des impôts que paient ces entreprises. Autrement dit, qu'elles aient mis la main à la poche me paraît normal. Mais la question, alors là je reviens à ce que dit Fred. Bon, il faut trouver un mode de financement pérenne. Voilà, il faut trouver un mode de financement pérenne. Et c'est ce qu'avait demandé d'ailleurs à l'époque. Bon, on peut l'appeler GIP, on peut l'appeler modèle économique, on peut l'appeler de tous les noms que l'on veut sur le plan. Et l'appellation juridique, peu importe la forme. Parce que il ne faut pas que la forme l'emporte sur le fond. Ça vous savez. Le fond. Faut nous d'accord. Si tu permets, Michel, tu es président de la commission, moi-même, tu es dans le membre de l'opposition. Ouais. Et ça, moi, tu as dit à l'époque, mais parole-moi pas parole l'évangile ou ni un jeune conseil territorial là, c'est pas n'importe qui ça, forme juridique là. Il est fondamental. Et c'est à la collectivité d'y proposer aux acteurs qui forment et qui modèlent l'économique. Et Macado, le modèle économique du groupement d'intérêt public, il y a pris en France pour faire des grandes manifestations, c'est un modèle pérenne et qui peut permettre justement sécuriser ces fonds et surtout sortir dans sa manque. Ou quand il y a un monde qui a géré en manifestation, bon, quand il y a l'argent depuis saison 2020, on va pas payer. Non, attends. C'est un autre tu fais de la confusion. Attends. Si tu as un vrai GIP qui a fonctionné, un groupement d'intérêt public, pour moi, il est à la pâte qui est faite. Non. Parce que, oui. Mais attends, nous foutons chaud. Attends. Donc, et mon cadeau, GIPA pour moi, il peut associer l'État. Il peut y avoir au moins 3 partenaires. L'État, mon gars, mais mon nom qui là, c'est lui qui a dirigé. Pour moi, ces collectivités a dit proposer une formule par les acteurs et les associations d'ailleurs. Parce que mon gars, la fédération a dit qu'il a doué près de 300 000 € de dette pour les associations. D'après ça, il dit. Donc, ça montre comment il y a déstructuré, qui a déstabilisé tout ce secteur-là. Donc, ça m'a dit, c'est que le groupement d'intérêt public qui a associé l'État et qui a fait que ou qu'on peut intégrer les intérêts privés en disant bagaïta là. Attends. Michel, tu as parlé 1 minute 30 et après Dany et puis Guy Albert. Nous ne sommes pas en commission de finances pour discuter quelle est la meilleure formule juridique. Bon. Ce que je retiens dans l'idée, c'est que tu as nommé l'État. Bon, dans les budgets qui nous étaient soumis, il y avait une participation de l'État. Bon, sous différentes formes d'ailleurs. J'ai entendu Tavernier, par exemple, parler de la participation de la gendarmerie nationale. Et que la participation, la gendarmerie nationale, pour aider le Tour des Halles cette année, a diminué la demande qui est la sienne de sa participation aux actions de sécurité. Bon, parce qu'il n'y a pas de Tour des Halles sans sécurité. Oh merde, tout à fait. Et la sécurité, c'est la gendarmerie nationale, mais c'est aussi les communes qui accueillent le Tour des Halles. Les policiers municipaux, les fonctionnaires. Bon, par conséquent, je pense que dans cette affaire, pour revoir, en tout cas, c'est l'occasion de revoir le financement du Tour des Halles, mais c'est aussi l'occasion pour nous, Martiniquais, de savoir qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Très bien. On ne peut pas faire tout en même temps. Juste 2 secondes. Dany, 2 secondes. Sur cet aspect-là. La culture en France, c'est 1% du budget de l'État. C'est-à-dire 4 milliards. Voilà la vérité. Alors vas-y maintenant. Donc derrière la réalité des chiffres, à un moment donné, tu sais, il y a un exercice budgétaire qu'on appelle le BP, on le vote. Quand une collectivité dit voilà ce que je prévois dans mon budget primitif, c'est un acte politique qui indique ce qu'elle a l'intention de faire. Donc à moins que ce soit un budget d'affichage, je veux croire que le budget qui est voté en équilibre dit voilà, nous allons affecter tant pour telle manifestation, tant pour les associations. C'est à la fois l'affichage de cette volonté, mais c'est aussi pour ceux qui dépendent
de ces contributions-là l'assurance qu'ils auront des partenaires. Parce que c'est ça aussi la fiabilité, la pérennisation. C'est la fiabilité des partenariats. Alors, on peut avoir des difficultés, mais il faut que ça fasse cadeau. Vous regardez là, j'en laisse en 2021, 2022, 2022, 2023. On oublie un épisode. Parce qu'en réalité, on focalise sur le Tour des Yoles, qui est le point culminant du spectacle. Mais il y a une saison. Il y a des événements, je vous ai dit 2 par mois, il y en a 14 qu'il faut financer chaque laisse, c'est 5 000 euros, et c'est 7 000 euros, 5 000 euros, et c'est l'argent qu'a pas dit. Donc sans doute qu'il faut renvoyer aux organisateurs de ces manifestations qui a là de gros efforts à faire, et je pense qu'il y a un public qui pourrait, autour de ces événements qui se jalonnent tout au long de l'année, générer de la recette, parce que le Tour des Yoles en lui-même, il est rentable. Et ce que je tenais à dire par rapport à ces questions-là, pourquoi ne pas imaginer, comme le disait Fred, de l'innovation pour qu'on ait de vrais partenariats entre le public, le privé. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, dire que la culture c'est ça ici. On a une position claire et je pense que l'outil, il indique l'intention. Est-ce qu'on a une régie pour développer, pour déployer? Si on internalise toutes ces choses-là dans une collectivité des services, à un moment donné, il faut une structure dédiée dont le seul job, c'est de valoriser de A à Z cela. Et je pense que ceci est possible sans qu'on ait à faire le choix de savoir si on va financer ou pas les personnes âgées. Cette question-là, elle se pose bien en amont quand les politiques définissent un budget. Très bien. Alors, et puis, on a oublié quelque chose. Le Covid est passé par là. Il y a eu le Covid, donc ça veut dire qu'en 2020, il n'y a pas eu de Tour des Yoles, donc il n'y a pas eu de recettes. La situation de la société s'est aggravée. Il y a eu 2021, tout le monde parlait quoi, un mois avant, ils ont annulé le Tour des Yoles. Ils ont été encore privés de recettes alors qu'ils ont eu des dépenses. L'année 2021, ils ont été exonérés puisque les gens qui participent au Tour des Yoles ont des cotisations, les associations paient des cotisations. On a exonéré les associations dans un contexte difficile de payer leurs cotisations. Donc la situation financière de l'association des Yoles sur les 2-3 dernières années, de fait, comme on le comprend notamment pour beaucoup d'entreprises de Martinique, s'est dégradée. Donc, à situation exceptionnelle, sans doute des moyens exceptionnels, et comme le disait le collègue tout à l'heure, voir que cette délibération arrive au mois de juillet, c'est-à-dire près de 2 semaines avant l'événement, est sans doute, j'ai envie de dire, la goutte qui a fait déborder une situation qui se dégradait depuis un certain temps. Alors, je veux dire que le Tour des Yoles, c'est une manifestation sportive, c'est une manifestation culturelle, et aujourd'hui, auparavant, quand nous allions au match, on payait. Hein. Le modèle économique dont on parlait tout à l'heure, quand on allait au match, on payait son ticket. Et quand vous regardez un match, que ce soit les grandes équipes européennes et tout, vous ne payez plus le match parce que vous n'allez pas sur le terrain, mais vous payez votre abonnement de BN ou alors d'une chaîne sportive. Donc, je laisse Guy Albert prendre la parole. Et puis, Michel, je veux que tu présentes ton idée du modèle économique, puisque c'est toi le spécialiste. Vas-y, Guy Albert. Non, mais ce qui pas m'amuse, parce que ça n'a pas qu'à faire moi, oui, c'est de quoi parle-t-on là? On parle du Tour des Yoles, ça a un statut. On a bien déposé un dossier pour que ça soit reconnu dans le patrimoine. On a déposé un dossier, on a dit des choses, on a pris des engagements, on a produit des attestations, on a donné des garanties de pérennisation. Le dossier n'était pas vide. Le dossier disait des choses. Et ce que le dossier disait, ça s'appelle des engagements. Ces engagements sont à exécuter. Alors, on est en train maintenant de me dire qu'on va chercher s'il faut créer tel ou tel statut. Le Tour des Yoles, c'est quoi? Une entreprise? Une association? C'est quoi le Tour des Yoles? Un regroupement de personnes? C'est un événement spontané, non programmé, improvisé. Qui conduit le Tour des Yoles? C'est qui? C'est quoi? C'est qui? Il y a des gens. C'est pas ça fait mérine. C'est une affaire globale. Qui a porté ce dossier à l'UNESCO? Il vient en nom, t'as qui porté là. Je crois que on est très lacunaire. Car quand on veut aujourd'hui réfléchir
sur un événement qu'on a nous-mêmes défini, qu'on a emmené à l'UNESCO, on est capable de poser une programmation. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une délibération de programmation. C'est-à-dire qu'il faut donner un vrai statut juridique, pas autour des yoles, mais à l'organisation en Martinique du dit tour des yoles. Qui a organisé? Et je crois que derrière cette réflexion, ce soir nous avons mis à charrue avant les bœufs là, devant charrière, il faut qu'on sorte les, c'est qu'il y a une désorganisation publique et une déresponsabilisation publique de l'organisation d'un événement majeur, ce qui discrédite aujourd'hui le patrimoine martiniquais et c'est un scandale. Très bien. Alors, quand tu dis public, tu discrédites l'activité. Bon, je peux comprendre. Hein, tu charges la responsabilité effectivement des acteurs publics, mais tu excuses le modèle proposé par l'association Tour des Yoles, qui finalement ne s'inquiète guère de la viabilité de son modèle économique. Et c'est pour ça que je vais écouter Michel. Qui organise la Fédération du Yolon? C'est clair. Bon, Voilà. c'est une association. Voilà. Bon, par conséquent, Rapproche-toi. c'est une association, un peu comme la Fédération du football, comme, tiens, j'ai été à un moment donné au conseil d'administration de la Ligue de karaté, etc., bon, et qui fait une demande à partir d'un Cahier des charges. et d'un budget. Bon, la question qui a été posée, que vous posez légitimement, c'était longtemps, comment peut-on faire participer le public martiniquais? Bon, et là-dessus, il y a même eu une étude qui a été commanditée il y a quelques années par la Fédération du Yoleron de la Martinique. Bon, cette étude a posé la question comment faire en sorte que le public martiniquais. Et on s'est posé beaucoup de comment est-ce qu'on va barrer l'accès du tour des Yoles de l'arrivée et qui va percevoir les sommes, etc. Et on s'est rendu compte à l'époque que c'était impossible. Non. Que c'était impossible. Bon, par conséquent, les questions que vous posez là, ce sont des questions qui ont déjà été discutées. La seule solution, c'est la participation à laquelle on est parvenu là. C'est une participation de l'État à travers la DRAC. Merci. Hein? La DRAC, la participation de l'État, la participation de la collectivité. Bon, la participation, bien sûr, des différents. Et puis, la participation des entreprises. Bon. Alors, les entreprises participent de deux manières, en soutenant, en finançant les yoles elles-mêmes, et puis en finançant directement la fédération. Et à mon avis, c'est ce point, comme l'a proposé d'ailleurs Fred. Bon, il a proposé le GIP, ça peut être autre chose. Mais c'est un point qu'il faut régler. Mais le financement est peut-être pluriel. Très bien, d'accord. Si tu permets, un mot, parce que ça, sans proposition d'abord, on va faire, parce que moi, assise comme moi, on réfléchit, comme tout Martiniquais peut réfléchir, tout le monde peut faire proposition. C'est pas tout le monde peut dire en tant que citoyen. Pourquoi tu m'as dit ça? D'abord, Michel, c'est pas une fédération reconnue par l'État, la fédération de Yolande. C'est pas comme, par exemple, la fédération française de cyclisme qui a organisé le Tour de France. Parce que pour moi, le cyclisme, c'est même registre là. Pour moi, c'est l'équivalent, sauf sans bail qui a drainé millions, et nous pouvons faire ça. Donc, ça m'a dit, c'est que les pouvoirs publics, la CTM en l'occurrence, c'est pour bacoyer les moyens, c'est lui qui pour fédérer d'abord les acteurs publics. Et les acteurs publics, c'est les communes, c'est l'État qui a une participation pour dire, on nous fait déjà une structure pérenne pour faire un bagage. Ensuite, il y a les acteurs privés. Il faut aussi dialoguer en acteur public qui a venu dialoguer et puis. Ensuite, on a des sources de recettes. Les droits de retransmission. Par exemple, on ne va pas faire publicité. Canal+, vous pouvez demander de payer pour retransmettre aussi. Là. Ou quand regardez les Jeux Olympiques de Paris, que pour ça qui a la chance d'y aller, ils mettent gradin
tout le long de la Seine, vous pouvez mettre gradin bon la mer aussi, et puis décider des entreprises, Oui. là qui est payant, soit qui paye personnes âgées et Nous tickets sommes pour venir. Donc, le principe. il y a un système de financement que nous pouvons mettre en place, ni les fonds européens que nous pouvons utiliser, notamment pour faire formation autour de l'aïeul et de la voile, et puis groupe mental là, c'est-à-dire qu'il y a l'argent, tout là, c'est toujours un problème de gestion. Quel que soit le système là dans l'IA, ni la gestion. Et ça, moi, qu'a dit, c'est que ça n'est pas possible qu'on quitte en fédération de Yolwand, qu'a doué la sécurité sociale, comme l'argent, et puis qu'on a bloqué contre lui. Et que le SDIS a fait bloquer contre lui parce qu'il a doué 60 000 €. Ça n'est pas normal de mon point de vue. Maintenant, chaque monde a une position, mais nous avons assez d'intelligence matinique pour nous réfléchir en l'organisation juridico-financière d'une manifestation qui peut, d'après moi, rapporter en lot l'argent et faire que nous puissions aider les activités autour de la yole matinique. Très bien. C'est tout. Bon. Bon. Donc, Je n'en dis pas plus parce que je ne connais pas exactement quels sont les comptes de la Fédération des Yolwand de la Martinique, quels sont ses rapports. C'est des bénévoles. Et les rapports avec les services ad hoc de la CTM. Bon. Non, mais très bien. Juste une seconde. Il est quand même important, et ça, je suis d'accord avec Michel, de définir les rôles. Quel est le rôle de cette association, si elle existe? Quel serait le rôle du groupement d'intérêt public, si elle existe? Est-ce que quelqu'un même là? Est-ce que l'association organise? Est-ce qu'elle promeut? Qui c'est qui a fait? Oui, tout à fait. Donc, ce qui C'est elle qui organise. Oui, mais ça veut dire que si l'association organise, elle est délégataire probablement de services publics, en tout cas d'accords publics-privés, suffisamment robustes et stables, et avec des conventions. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On n'a pas de programmation. Très bien. En tout cas, je répète tout à l'heure ce que j'ai dit dans le brouhaha et la cacophonie des échanges. Pas de cacophonie, Charles, pas de cacophonie, le plateau là. Le budget de la culture française, le budget de la culture de l'État français, c'est 1%. Oui, sur combien? Et le budget de l'État, c'est combien? 2200 millions. Non. Pas 2000, c'est le pays. Non, c'est 535 milliards. Ça, oui, le budget de l'État. Le budget de l'État. Le budget de l'État. C'est 545 milliards. Donc c'est 1%, c'est-à-dire 4 milliards. 4 milliards 400 millions. Oui, donc il y a fait. Non. Tu trouves? Pas trouver la culture, pas trouver 100 bails qui puissent en France. Ah bon? Oui. Mais il y aura pas d'exception culturelle française. Bon, alors. Pourquoi on dit ça? On va revenir aux îles Bachelot. On va pas. Nous ne pouvons pas exemple les mots delta. Demande au monde culturel. Ça n'est jamais assez. Bon, voilà, c'est ce que j'entends. Jamais assez. Je te prends un exemple. Je te prends un exemple. En Martinique, on nous dit qu'on ne donne pas assez pour le carnaval. Le carnaval, c'est pas pratiquement. Mais ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire, c'est que quand tu as un budget de 1%, eh bien, tu fais en fonction de ce budget-là. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'association du Tour des Yoles, c'est une association qui... Des bénévoles. Mais oui, mais toutes les associations sont bénévoles. Ouais. Je suis président l'économie sociale et solidaire. D'une association de bénévoles. Donc je dois gérer mon budget en fonction de mes dépenses et mes recettes. Mais ça, c'est obligatoire. Or, dans un monde ultra-libéral dans lequel on est, j'ai l'impression que systématiquement, il faut solliciter les acteurs publics. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est Wolio. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. En omettant de mettre face à leurs responsabilités les gestionnaires. Parce que moi, comme je te dis, je suis président d'une association bénévole. En mettant en retrait la responsabilité des gestionnaires des acteurs privés. Sans entrer dans le détail, je ne crois pas qu'elle ait demandé plus d'argent à la système. D'ailleurs, le niveau de demande est assez stable. Ce que l'on peut reconnaître, c'est qu'il y a une succession de mésaventures. Oui. Et soit on dit que c'est pas notre problème et on s'en fout, ou comme dit le collègue, soit nous cas du bout derrière nous cas ici un élément patrimonial remarquable et on est à la hauteur du mouvement. Donc il y a une urgence à créer et je pense qu'on peut faire preuve d'imagination, d'ingénierie parce que encore une fois, le Tour des Yoles génère des externalités qui donnent du fric, qui peuvent générer du fric. Et il y a un marketing à déployer. Il faut peut-être changer de dimension, de modèle, d'ambition, mais cela exige que les uns et les autres soient au rendez-vous. Voilà. Quand j'entends que sur des exercices précédents, il y a des reliquats, je peux comprendre qu'ils aient des déficits, sinon des dettes. D'accord. Charles. Un mot, parce que ça fait une Les demi-heure. violeurs ne sont pas systématiquement des intermittents du spectacle. Il y a aussi une touche
sportive. Oui, tout à fait. Alors que je veux bien qu'on me parle du budget de 1% de l'État français sur la culture, mais on ne parle pas d'intermittent du spectacle. On parle d'une activité d'abord sportive, Tout à fait. à visée culturelle, Tout à dans fait. un patrimoine immémoriel de l'humanité. Et je vais te répondre en te disant que la dimension sportive, Michel le disait tout à l'heure, en général, s'accompagne de recettes, ce que le Tour des Halles n'a pas. On va clore. On va clore. Faisons-le. Bon, écoute-moi. Écoute-moi. Il y a des disciplines. Il y a des disciplines qui ont des recettes, et puis il y a des disciplines qui n'ont pas de recettes. Le karaté, par exemple. Le karaté n'a pas de recettes. Voilà. Bon. Et il existe. Bon. Par conséquent, la manière dont ces questions sont traitées par la commission des finances, la commission sportive de la CTM, déjà dans le domaine sportif, est différent suivant la nature de l'activité. Mais peut-être qu'elle fait que collectivité a un projet aussi. Hein. Bon. Alors, Bon. En tout bon. cas, moi, ce que je sais, c'est que l'ancienne gestion du Tour des Halles avait déjà exploré les problèmes de ce que tu appelles le modèle économique. Oui, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, on a bien, On a bien défloré ça. oui, on a bien parlé dessus. Donc, deuxième thème qu'on aborde, procès SODEM, TCSP, la majorité des prévenus relaxés et 2 condamnations prononcées. Qui souhaite prendre la parole? Comment par une décision de justice? Non. Mais si nous ne pouvons pas aller dire ça. Vas-y. Juste 1 minute. Hein. Oui, c'est-à-dire que faut nous habituer que nous à ce genre de procès. Voilà. De plus en plus, que des élus qui sont trouvés devant le tribunal parce que c'est sans bail qui est complexe. Et en l'occurrence, là, le tribunal l'a dit comme ça, que c'est élu à partir responsable, mais surtout, il dit que c'est les gestionnaires là qui sont responsables, puisque on a 2 compatriotes qui étaient directeurs la SODEM, c'est eux que le tribunal a condamné. C'est que, moi, j'ai trouvé. Autrement dit, le technicien, C'est ça. le sachant. C'est-à-dire, mon qui était ni signature, puisque vous savez, dans les sociétés économiques, la SODEM, ce n'est pas président qui est ni signature ordonnateur. C'est directeur. Donc, et là, je dit, peut-être que nous, Martiniquais, citoyens et élus, il faut nous mettre que nous plus au carré sur le fonctionnement des marchés publics, mais surtout, il faut nous ni des vrais conseils qui ont dit nous, les un bagaille pas bon, reteil, pour vous prendre note. Il se trouve qu'il y a une succession de décisions que vous prenez pendant près d'une décennie. C'est mon qui arrive à assumer des décisions qui étaient prises par d'autres majorités. Donc, et ça conduit à un genre d'imbroglio. Mais ça, je dit, c'est que, quand même, je trouve la sévère pour ces directeurs. Ça, parce que je pense ça, je connais tous les deux. Et c'est des Martiniquais qui, honnêtes, comme on connaît, ils n'ont pas fouillé la meilleure orchestre là. Mais ils ont peut-être aussi qu'à faire les frais, et c'est là peut-être nous peut être d'accord, d'une manière de fonctionner de ces collectivités. Parce que pour moi, grand sujet, c'était de savoir est-ce que nous avons parlé de patrimoine. C'est mon nom que ils n'ont pas de terrain parce qu'ils n'ont pas payé. Est-ce que c'est mon temps là pour moi, il faut qu'ils aient trouvé l'argent. Or, le fait que les mounons, je ne suis pas dirigeant de ces collectivités, de ces organismes-là. Le fait qu'ils aient décidé, par exemple, pas faire expropriation pour cause d'utilité publique, ça pose un problème. Et c'est là que nous pouvons entrer dans une discussion juridique, ça compliqué. Mais lorsqu'on prend une décision, il faut qu'on sache qui conséquences il y a. Et ça m'a regretté, le choix les mounons qui fait, c'est que ils pas prend des mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ils ont entré dans une forme de négociation et puis ces mounons qui étaient les que ils prend bien yo et ça a abouti à ce que nous peut dire c'est un fiasco parce que en partie c'est mounons qui pas payé. Bon. Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous non? Bon. Bon, moi je ne commande pas un jugement si je n'ai pas le texte. Moi, ce que je note, moi, c'est que la manière de rapporter les décisions est extrêmement différente Suivant les médias. sur les médias. Bon, moi, ce que je lis, moi, la manière dont c'est rapporté dans France Antilles, d'une part, et Radio Caraïbe, d'une part, c'est de dire, bon, les gens sont relaxés, puis un communiqué de celle de Timi
disons, on est lavé, et de Didier Laguerre, on est lavé de tout soupçon. Bon, très bien. Bon. Et puis moi, je lis dans Martinique Première, qui avait sorti un dossier extrêmement sévère sur la gestion de la SODEM. Il dit ceci, dans un extrait, ce qui était jugé est uniquement la légalité des contrats attribués et prolongés à la CFDI. Mais d'autres aspects n'ont pas été abordés. On ne sait pas si ce volet du dossier, dit des exposés des expropriés de Sainte-Thérèse, sera un jour abordé. Auguste Arcade, l'un des directeurs que tu as cités, qui a été condamné à 10 000 euros d'amende, Auguste Arcade avait affirmé à la barre que les archives de la SODEM avaient toutes disparu. Voilà. Bon. Voilà, très bien. Donc, on clôt le... Voilà le commentaire de Martinique. Oui, non, mais non, personne justement pour pas stigmatiser les compatriotes là. Mais je signale que c'est à l'époque Marie-Jeanne que je décide de casser les baïtas là. Vous savez, si faut nous faire un débat politique en l'instant. Hein. C'est-à-dire que... Liquidation. Les points de décision là, comment gadou. Là, on m'a pas télé rentrer dans la polémique justement. M'a pas télé rentrer dans la polémique. Non, mais à l'époque, gouvernance là, t'es décidé que liquider la SODEM, il y a l'origine situation là aussi. Hein. Bon, voilà. En tout cas, il faut aller jusqu'au bout parce qu'en fait, il a rendu la SODEM, ils ont rendu les expropriés insolvables, ce qui aurait pu être réglé par d'autres. Bon. Donc, en prenant cette décision, qui était à mon avis une décision tactique plus que juridique ou autrement financière, ceux qui la prenaient avaient sans doute des arrière-pensées de créer un précédent. Tout à fait. Bon, donc moi, encore une fois, je ne vais pas faire de commentaires de justice, on va faire le jugement. Et ça prouve à quel point, quand on est dans des instances, il y a la charge et le poids de la responsabilité derrière chaque signature. Ben Guy Albert, vas-y. Moi, je ferai aucun commentaire sur la décision de justice. Par contre, je ferai un commentaire sur l'accès aux droits des personnes. Là l'accès aux droits des personnes. Ah. On est dans des dossiers où il y a des victimes. Et ça se respecte par contre. Ce sont des gens qui ont été expropriés, des gens qui ont perdu leurs droits, des gens qui se sont retrouvés à la rue de manière littérale, des gens qui ont perdu quelquefois leur emploi, des gens qui ont disloqué leur système de vie familiale, et ce sont des gens qui doivent être réparés. Et c'est le seul accès au droit. Alors qui me mettait à la patate là, ça c'est pas le problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je demande, c'est que ces personnes aujourd'hui soient entendues par un juge. Et alors après, qu'il y ait des coupables, pas des coupables, mais de manière morale. Aujourd'hui, on parle bien de la SODEM. C'est une personne morale, alors liquidée, d'accord, liquidée. Mais là, on est dans des responsabilités individuelles. Mais aujourd'hui, il a une vraie réponse. Et c'est encore une fois de trop la négation des droits humains dans nos pays, où les choses sont politisées, sont populistes, sont portés sous des terrains politiques, et quelquefois les plus grandes victimes, ce sont eux. Voilà, ils sauront peut-être se reconnaître. Bon, et pour poursuivre l'idée de Fred, la difficulté, c'est la continuité de la chose publique, c'est-à-dire quelque chose qui a été décidé par une mandature doit être poursuivi par l'autre, et forcément, ça fait un imbroglio, qu'il soit administratif, qu'il soit juridique, qu'il soit financier, etc. D'où la difficulté de gérer le problème. Et derrière des victimes. Avec des victimes, bien évidemment. Voilà, en tout cas, le sujet a été abordé. Troisième thème, s'il vous plaît, la Martinique sait-elle se préparer au risque cyclonique? Et j'ai demandé à Manuela de prévoir une petite infographie avec le kit d'urgence. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous la lire rapidement. Alors, je tiens à dire bonjour à Albéric Marcelin, qui est un infatigable défenseur des causes des risques naturels. C'est un monsieur qui, je pense, mérite toute la reconnaissance de la société martiniquaise dans la mesure où il se bat. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul, mais bon, en tout cas, il se bat pour défendre cette cause. Et le kit d'urgence, eh bien, quand on regarde, 10 litres d'eau par personne en petite bouteille, des outils de base comme le couteau de poche, multifonction, une ouvre-boîte, des nourritures de secours, consommant peu d'eau, c'est-à-dire des barres énergétiques, des fruits secs, des conserves, des petits pots, lampe de poche, avec 2 jeux de piles de rechange,
les radios avec pile ou batterie, une trousse médicale de premiers soins, bandelette, alcool, sparadrap, paracétamol, antidiarrhéique, produits hydroalcooliques, etc. Un double des clés de la maison pour éviter d'avoir à aller chercher, un double des clés de la voiture pour éviter d'aller chercher, les papiers d'identité, une photocopie de vos papiers d'identité, un téléphone portable avec batterie chargée et câble USB, de l'argent liquide ou une carte de crédit, des vêtements et chaussures de rechange, du papier hygiénique, un essentiel d'hygiène personnelle, un sac de couchage, et puis des jeux quand on a des enfants et un sac plastique pour protéger les objets de valeur. Alors, pardon pour une lecture qui a été un petit peu longue, mais je pense que c'était nécessaire de rappeler à nos compatriotes la nécessité de se prémunir vis-à-vis de ça. Et donc, ma question, puisque de toute façon, les problèmes, j'ai envie de dire, liés au climat seront de plus en plus graves. Fred, je commence par toi. Qu'est-ce que tu penses? Y a-t-il nécessité de faire réagir? Et si oui, comment sensibiliser la population? Sensibiliser la population à la culture du risque. Nous avons toute qualité de risque sismique, volcanique, raz-marée, tremblement de terre, cyclone, et j'en passe. Et donc, ça signifie que nous-mêmes, individuellement, mais aussi collectivement. Et je pense que peut-être qu'il y a un pays qui est un modèle, pour moi, c'est le Japon. Ah oui. Ouais. Donc, Cuba aussi, pas mauvais, mais puis moins de moyens, comme ça, voilà, qui est plus raide. Donc, il faut nous peut-être inspirer que nous et accepter, là encore, qu'il y ait des exercices qui font que nous préparer comme nous au moment, puisque nous passons avec il est qui vient pour tremblement de terre là, mais pour cyclone, nous plus ou moins, ni annonce alerte numéro 1, même apprendre ces moments, décrypter ces alertes là pour savoir qui comportement on y. Et ça, peut-être que collectivement, nous avons un effort à faire. Nous avons un autre effort à faire, collectivement, c'est en matière d'investissement. Et c'est là encore, c'est créer un vrai établissement, ça veut dire qu'il y a l'établissement de soutien opérationnel et logistique, en ESOL. Et peut-être même, faut que ESOL est là, pour pas y acheter propre hélicoptère, la sécurité civile, ni hélicoptère, mais nous acheter aussi des bateaux, que au fur et à mesure, nous étoffer nous-mêmes, c'est-à-dire nous ni compétences là pour faire, nous ni fonds européens qui là pour faire, nous pouvons faire, pour dire, voilà. On y, par exemple, moi ça vient en Martinique qui a proposé que nous mettions dans des quartiers des conteneurs qui aménagés et puis un certain nombre de matériels. Bon, peut-être mafia peut venir péter aussi, pas ça, mais nous que trouver caméra, nous que veiller, qui mettre des outils qui là et simples qui permettent la population, Cuba qui a fait ça, qui a fait, et puis les comités de quartier, que donc là, nous prenons le sujet en main parce que moi je crains que impréparation là coûte nous cher, surtout qu'on y a un phénomène qui c'est le phénomène de vieillissement de la population. On y a un lot de personnes âgées isolées. Comment nous arriver rapidement, rentrer en contact avec eux et puis surtout porter ces gens dans secours, puisque je sais que c'est toujours, faut que nous bien et puis voisins nous, c'est toujours voisins qui viennent tirer en bas faire les mauvais temps ou bien trop bon temps. Très bien, merci. Dany, tu prends la suite? Oui, effectivement, enfin, bel bonjour pas Albéric là, qui c'est un travail remarquable. Et moi, la dernière fois que je l'avais vu, en fait, il avait fait une présentation au Jean-Michel Chéan sur le retour de l'expérience du tremblement de terre à Haïti. Au-delà, on va dire, du côté éprouvant des images, parce que les images sont choquantes, volontairement choquantes, je pense, pour déclencher quelque chose face à notre inconscience. La montagne Pelée, c'est pas un volcan mort. Les volcans souterrains au large de la Grenade, c'est une demi-heure de la Martinique pour une vague submersible majeure. Les cyclones force 5, ça peut pulvériser un pays, ça peut le détruire. Et c'est vrai qu'il y a à la fois une inconscience, une sous-estimation individuelle et collective du niveau d'exposition que nous avons. Donc je pense qu'il faut travailler avec les acteurs publics, les écoles, les collectivités, toutes dans le sens de l'information, de la meilleure compréhension de ce qu'il faut faire face à cela. Mais au-delà des gestes d'information, de ce qu'on appelle la culture du risque, ou la culture des risques, parce que on les cultive tous, et des petits gestes pour avoir chez soi ce qu'il faut, où aller, comment faire.
Je crois vraiment à la dimension des communautés d'initiative. Et au travers de la façon de recevoir son information, on se rendait compte que là où est-ce que les choses sont graves, c'est les 3 premiers jours après l'événement. Les 3 premiers jours, comment on fait? Comment on se garantit un peu d'eau? Parce qu'on ne peut pas arrêter 3 jours sans boire de l'eau. Comment on se garantit les premiers soins? Parce qu'une petite plaie peut devenir quelque chose qui se gangrène et qui devient fatal. C'est là que les gens crèvent et c'est là que les choses deviennent difficiles. Et je pense que sur ces sujets-là, on devrait déployer, et cela correspond aussi à l'état d'esprit que nous avons d'entraide, de vraies démarches de communauté autour de la prise en charge du risque. Parce que ce à quoi on est exposé face à un événement de cette dimension-là, c'est l'isolement pendant les 3-4 premiers jours. Qui monde qui docteur, qui monde qui infirmier, qui monde qui diabétique, qui monde qui a besoin d'aide respiratoire. Et si on arrive à concentrer ça à l'échelle d'une commune, c'est déjà ambitieux. Ben à l'échelle de territoire, je pense que nous ferons de gros efforts parce que joie événement vini, ce que l'on pourra éviter, c'est les morts inutiles. Les bougans bas bâtiments, 6 mois, ils morts. Par contre, c'est toutes celles qui viennent après au travers des beaux gestes. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une vraie ingénierie du risque naturel que l'on devrait déployer, qui n'est pas à la hauteur, sans doute parce que ce sont des choses qui font peur, qui nous renvoient à notre vulnérabilité. Mais je crois que la responsabilité, c'est de se dire, bon voilà, il n'y a pas de certitude, mais il y a un risque et il faut l'anticiper. Et je crois qu'on est là véritablement dans le champ politique. Merci beaucoup. Alors, Guy Albert, j'ai lu que marié en 2017 en Dominique, et 20% de la population est partie, enfin plus, hein, une quarantaine de pourcents était partie se reconstruire, et il y a 20% qui ne sont jamais revenus à la Dominique. Donc la population, en fait, elle est partie tellement elle avait été traumatisée. Alors, ton commentaire là-dessus? Commentaire, est-ce qu'on a le cas de la Dominique? Bon, ça qui pâtit, c'est... Ça va bien, même sur un côté. Il n'y a pas de pâtis. Qui t'es payé. Combien qui mort? C'est peut-être ça pour moi aussi, dans un pays comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même reprendre les fondamentaux en termes de chiffres de notre pays. Tu as égrené une liste tout à l'heure de tout ce qu'il fallait avoir. On va pas savoir si qui pas ça achète une bouteille d'eau pour y boire et qui mettait 10 litres de l'eau là. Par personne. Par personne. Je ne sais pas si tu sais, tu le sais forcément, qu'on est dans ce pays de haute précarité, qu'on est dans ce pays où ce que tu viens de lire là, il n'y a même pas 15% de la population martiniquaise qui connaît ce que tu viens de lire là. D'accord ? Et puis, il faut comprendre qu'il y a aussi les vies humaines, mais il y a aussi les dégâts matériels. Les maisons sont-elles prêtes à accueillir ça? Comment les gens vivent leur vie de tous les jours? Et puis, comment on va se prémunir contre ces cyclones-là? Est-ce que c'est une responsabilité individuelle? Puisque ce que tu décris à travers ça, c'est la responsabilisation du citoyen face au risque. C'est-à-dire, mieux d'où ça pour faire, sous pas fait ou pas fait. Même sous pas de l'argent pour faire. C'est ça. Est-ce que tu trouves responsable que dans un territoire où on ne peut pas même ça manger les midis, qu'on organise mon enfant en liste, qu'on ne même ça faire pour manger, pour manger, et puis mettez là qu'à attendre un cyclone vini. Et il faut le renouveler parce que c'est des produits qui ne sont pas forcément conservables longtemps. Et puis tu vas créer un coupe-gorge. Regarde Saint-Martin. Parce que tu penses que la ménagère qui est à côté, qui a son 10 litres d'eau là, si on souhaite le côté, et puis ça madame on dit pas qu'à sortir, qu'il y a un pillage de partout, tu ne pourras pas sécuriser ça. Ça veut dire que si vraiment nous sommes en difficulté, les personnes qui ont sont pillées. Je pense qu'il faut organiser ça. Et c'est là où on dépasse ce rendez-vous-là. Ce rendez-vous, c'est que il doit y avoir des plans de sauvegarde. Il doit y avoir des réserves citoyennes de sécurité civile dans les communes. Il doit y avoir des recensements de vulnérabilité. Sont-ils à jour? Et puis n'oublie pas que tu as un départ massif d'une partie de la population, notamment les jeunes, en tout cas ceux qui sont en âge de pouvoir marcher et aider les autres, et puis de plus en plus de personnes âgées, isolées. Et ces personnes-là, où on va les mettre? C'est pas un peu qui mettait au dernier pas de cyclone. Donc forcément, je crois qu'il y a une politique du risque à revenir, mais ce n'est pas la politique du risque, c'est la politique de réponse à des phénomènes
de risques naturels, dont les cyclones, dans le contexte martiniquais. Et je crois qu'il est important aujourd'hui d'avoir les assises de la réponse. Et ces assises sont des préoccupations des communes, notamment les communes rurales, avec nos EPCI, avec la CTM, avec l'État, de manière à ce que ces plans-là soient adaptés. Je suis sûr qu'il y a plein de choses, mais l'accès à ce type de réponse-là, le Martiniquais ne comprend même pas. Alors, quand tu vas lui dire que risque, jaune, vert, tout ce que tu veux, tu lui parles chinois. Et je crois que si on veut vraiment sauver des vies, et c'est qui est le but, c'est d'avoir aujourd'hui un travail social de proximité qui permet aux gens d'être éduqués à ce que tu leur dis. Aujourd'hui, la population ne sait pas. Très bien. Alors, je dis très bien, dans le sens où le message est entendu, même si je ne partage pas tout ce qui a été dit. Alors, Michel, si j'écoute Guy Albert, ce n'est pas ainsi qu'il faut communiquer, alors qu'il faut quand même partager des informations de manière à permettre une préparation, même relative. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, Beryl nous a donné une piqûre de rappel. Bon, c'est comme ça qu'il faut considérer ce qui s'est passé. C'est un événement précoce par rapport à ce qui se passe habituellement. Bon. Moi, j'ai vu un reportage dans un média qui m'a fait trembler. C'est que le Premier ministre de Conad, pour faire le bilan des petites îles qui sont dépendantes de la Conad, a dû avoir un hélicoptère venant de Sainte-Lucie. Quand tu parlais d'hélicoptère, en réalité, il y a des actions qui sont menées chaque année sur les risques naturels, aussi bien par l'État que par la collectivité territoriale. Mais j'ai l'impression, j'ai entendu autour de moi, ces jours-ci, quand je dis il y a un événement qui se prépare, autour de moi, le cavalier du Zapacania. Bon, autrement dit. C'est vrai ça. Bon. Ou bien c'est pour la Guadeloupe, ou bien c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, voilà. Bon, autrement dit. Il y a mon Barboudassa. Hein? Il y a mon Barboudassa, on m'a passé catégorie 5. Ouais. C'est toute la population qui a dû partir. Hein? Oui. Bon, autrement dit, il faut lutter contre cette espèce d'affaiblissement de la vigilance. Et malheureusement, je ne vois pas d'autre moyen que de répéter les exercices. Bon. On a simplifié les choses. Il y avait le plan Orsec avant, on a simplifié, on a mis des couleurs. Je ne vois pas comment on peut aller plus. Bon. Jaune, orange, etc. Il faut... alors, on a parlé de comités de quartier, de comités... Tu as utilisé une expression. Bon, à Cuba, on appelle ça les CDR. Les comités de défense de la révolution, qui quadrillent le territoire cubain. Avec des missions plus larges que celle-là. Oui. C'est plutôt la police de l'État. Non, c'est pas la police de l'État, c'est la défense de la révolution. Laissez-le parler. Ah, vous êtes... Non, Laissez-le parler. Allez. Non, mais le vocabulaire a un sens. C'était contre les attaques des gusanos, c'est-à-dire des mercenaires américains contre la révolution cubaine. Bien. Tu t'es laissé disperser, voilà. Et ces structures, malheureusement, qui quadrillent tout le territoire cubain, quand il y a eu le cyclone Katrina, à côté, à Nouvelle-Orléans, il y a eu des milliers de morts. À Cuba, le même cyclone n'a pas fait de morts. Et le cyclone est passé sur Cuba? Oui. Chapeau. Rappelle-toi, ça s'est passé au début des années 2000. Non, mais je ne me rappelle pas de la trajectoire, en fait. Hein. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que il faut répéter, il faut répéter, et il faut s'appuyer sur les municipalités. Moi, je pense que ce sont les municipalités qui peuvent organiser l'éducation. Bon, c'est comme pour je vois qu'on fait de l'éducation concernant la question des moustiques. Quand les gens passent, on dit aux gens, on te dit, monsieur, vous avez un seau dans votre jardin où il y a de l'eau stagnante, où les moustiques se multiplient, il faut enlever ça. Bon. Très bien. Donc il y a un travail d'éducation et de proximité de la population
auxquels nous ne pouvons pas échapper. Voilà. D'accord. Juste un Dany, mot. 30 secondes. Qui renvoie vraiment à la responsabilité sur le moyen long terme, l'aménagement. Quand on voit aujourd'hui comment est utilisé le littoral martiniquais, on se pose des questions. Enfin, à l'époque, avec d'autres, on avait condamné la construction d'un immeuble sur la plage du Lido. Allez voir dans quel état il se trouve aujourd'hui. Quand on dit qu'il faut aller... Tiens, j'aurais bien aimé voir. Tu vas voir dans quel était le mur. Donc, sinon, le deuxième qui passé, et puis. Donc, il y a un vrai sujet. Et là, c'est de la responsabilité des collectivités. Tu sais, quand tu mets des permis, tu accordes, tu as une vision, tu as une stratégie. Tu dis, voilà les fonctionnalités de l'espace. Et la tentation que certains ont à aller vers une sorte de privatisation de nos espaces de plage, c'est aussi une piqûre de rappel de ce que, cet espace, il doit être consacré, on doit fonctionner autrement. Nous avons parlé tout à l'heure de la question du déplacement et du transport maritime. Est-ce qu'on va continuer à faire des routes littorales sans s'interroger sur l'érosion naturelle et l'exposition de ce littoral à ces cyclones et qui vont avoir des impacts de plus en plus coûteux. Donc, il y a un vrai sujet, c'est celui de l'aménagement et il doit être intégré dans la question de la prise en compte de ces risques et de la préparation de ces risques sur le moyen long terme. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que le climat, il va se réchauffer, les cyclones, il y en aura de plus en plus, et ils seront de plus en plus violents. Et le trait de côte diminue. C'est pas pour ça que la question se préparer est qu'on est dans la culture d'une préparation institutionnelle ou la culture du sauve-qui-peut. Voilà. Très bien, donc préparation institutionnelle, mais aussi sensibilisation personnelle, puisque si vous parlez sauver corps, personne ne va sauver. Maintenant, on a fait le tour. Merci beaucoup pour vos commentaires qui sont complets. Alors, un autre sujet très intéressant, celui de l'autonomie alimentaire en Martinique. Donc, on en parle souvent. Je sais que c'est un sujet qui revient fréquemment. Et je souhaiterais, en guise de propos liminaire, rapidement présenter quelques définitions qui sont acceptées par les spécialistes. Donc la souveraineté, c'est couvrir les besoins alimentaires du pays. L'autonomie, c'est subvenir aux besoins de sa population, y compris en ayant les moyens d'importer de la nourriture. L'autosuffisance, c'est par sa propre production réussir à nourrir sa population, mais c'est très difficile. À part les populations néolithiques et paléolithiques, l'autosuffisance, aujourd'hui, dans un monde mondialisé, très difficile d'atteindre cet objectif-là. Et souvent, les lentilles sont considérées comme un produit local, la morue aussi, mais n'est-ce pas, mon cher Fred, ce n'est pas le cas, même si la morue, ça bon. Et puis enfin, la sécurité, la sécurité, eh bien, c'est la qualité, c'est la quantité et c'est la dimension sanitaire de la nourriture. Donc voilà pour lancer le débat. Et l'autonomie alimentaire est une question qui anime de plus en plus ces réflexions. Et je vais commencer par Guy Albert, puisque ton champ de recherche, de réflexion tourne bien évidemment autour du bien-être de la société. Oui, je pense. C'est vrai que l'autonomie alimentaire, c'est important, mais ça, c'est une question politique. Je parlerai davantage d'équité alimentaire. Équité alimentaire. C'est-à-dire qu'est-ce que tout le monde mange la même chose? On sait qu'aujourd'hui, que nous creusons notre tombe avec notre fourchette. On sait qu'il faut... Pas faux, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les maladies chroniques, y compris les cancers, mais pas que, tout ce que nous subissons, l'obésité... Alors pourquoi c'est sûr que c'est une maladie chronique? Maladie chronique, c'est cholestérol, c'est diabète, c'est hypertension, insuffisance rénale, tout ce que nous voyons qui nous arrive, et l'obésité en est une aussi, parce qu'effectivement, nous avons d'abord des habitudes alimentaires et de sédentarité. Ça veut dire que nous ne bougeons pas suffisamment, nous n'avons pas d'activité physique, et qu'effectivement que là, on est dans la malbouffe. Et la malbouffe est devenue une malbouffe structurelle, une malbouffe politique, une malbouffe économique, une malbouffe sociale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Martinique mange mal. Alors, qu'est-ce qu'on veut autonomiser là? On veut l'autonomie alimentaire de la malbouffe? Ou encore, on veut d'abord restituer à ce territoire une alimentation en santé, une alimentation équilibrée, ramener la population, et puis est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour ça?
Alors quand tu disais tout à l'heure que Tina Namouri, ça c'est bagaille nous, c'est bagaille tradition, nous qui là on saura c'est bagaille nous aussi. Ah oui, tout à fait. Même Cassouléa, la mode créole, c'est ça. On a tout ce qu'il faut en produits transformés, parce que le panier de la ménagère qui ne sait pas, le panier de la ménagère qui aujourd'hui vit des minima sociaux et qui constitue plus de 50% de notre territoire, je parle aussi des smicards, parce qu'en fait, il n'y a pas que ceux qui sont dans le seuil de pauvreté. Ce panier de la ménagère-là, s'il faut l'autonomiser aujourd'hui comme ça, on la tue. Moi, je crois qu'il faut remettre un peu de sens dans l'égalité, dans l'équité alimentaire. C'est clair qu'aujourd'hui, la Banque alimentaire le dit, vous avez les chiffres, il y a des gens qui meurent de faim en Martinique, en dépit de ce que nous croyons. Il y a des gens dont les repas de cantine, ce sont les seuls repas pour leurs enfants. Les soirs en bolette. Et puis, je crois qu'il y a toute une série de savoirs. Quels sont les aliments les plus proliques? On parle beaucoup qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il faut privilégier les légumes verts, etc. Je crois qu'il y a d'abord déjà une éducation alimentaire à mettre en place. Il faut un recensement des possibilités alimentaires de ce territoire-là. Et puis, il faut tendre maintenant à un équilibre alimentaire en égalité, de manière à pouvoir rendre chaque ménage autonome. Mais ça veut dire, chaque ménage autonome, c'est augmenter aussi la capacité d'achat, donc forcément le pouvoir d'achat de la ménagère. Il n'existe pas d'autonomie, de responsabilité alimentaire ou encore d'équité alimentaire sans passer forcément par la défense des droits des consommateurs. Très bien, merci. Fred, je te taquine. Moi, j'ai un don et thon grillé et puis un souscaille mango. Il était très bon. Ton Martinique. Ton Martinique. Et puis un souscaille mango. D'ailleurs, tu m'avais acheté. J'étais en train d'acheter le thon en Fonlaï. En Fonlaï. Voilà. Mon ami de l'eau. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu me parles de malbouffe, je veux dire, ça peut surprendre qu'en souscaille mango, c'était les Jimouins. C'était les Jimouins. Est-ce que c'est un mango vert? Non, c'est pas des mango verts. C'était tout modèle mango. Mais c'était un produit local qui sortit en terre Martinique. Oui. Et on ne peut pas parler de souveraineté, d'autonomie, si on ne peut pas parler de ça qu'on a produit. C'est le premier bail. Là, on va parler de agricultrice ou agriculteur, il y a pas ni d'Achine ces jours-là parce que Zanton a mangé d'Achine. Donc, l'année, en plan d'Achine à mettre en place. Mais oui, on va mettre tout le plans, on va mettre des plans d'Achine. Je fais politique pendant combien d'années? Moi, j'essaie de militer pour ça. En plan d'Achine, ça veut dire que nous avons accompagné ces agriculteurs pour trouver plan d'Achine, pour faire aussi main, fouiller terre, et puis lutter contre les nuisibles. Alors, ma maladie, moi, c'est faut qu'on lève la nuit pour l'humain d'y faire, et ça a attiré les Zanton, et les Zanton qui a venu pour faire comme ça. Et il a protégé la culture là. Mais il faut que l'agriculteur était toute la nuit. Mais justement, c'est ça, on ne peut pas quitter l'agriculteur, obligé de rester là. Et il y a d'autres, où j'ai travaillé la journée. Mais qui sont ton travail? Comment on est dans un temps. Oui, ben là, on non, ça je sais. Non, ah, ça c'est bon. Pas la ville. Donc là, on a fait un plan. Il faut qu'on accompagne agriculteurs. Et c'est là que je bats encore les pouvoirs publics locaux qui disent ça. Je suis obligé de dire ça. L'OCAF dit moi là, ou qu'il y a un aide, voyez un dossier. Ni 600 agriculteurs environ qui voyaient un dossier là, c'était. Pas de réponse. Non, il y a des 200 qui veulent trapper, à peu près. Mais 400 autres là, qui t'ont gagné l'argent. Et c'est un petit 3 000 €. Mais pour moi, ce n'est pas un petit 3 000 € qui a payé en l'année comme ça. En temps Covid, je t'ai payé 3 000 €. Non! 103 000 € réguliers pendant un certain nombre de temps et en accompagnement pour les gens planter d'achine, ils planter yam, ils planter manioc, c'est juste à l'eau l'eau patate pour manger et puis sous sky mango, tu peux mettre un petit patate à côté, antioxydant. C'est compagnie l'eau d'achine, je rabatte comme moi les patates là. Donc, et c'est ça pour nous peut-être cultiver, mais ça n'est pas plus difficile que nous avons. Il faut qu'on ait une volonté politique féroce pour faire, pour dire oui, je vais accompagner ces gens-là. C'est-à-dire l'État ou bien l'Europe, tout ça veut dire vous dites c'est eux qui ont l'argent. Or, ces gens-là pas ni pas recouler l'argent. Enfin, je vais fini.
C'est juste à regarder des promotions. Là, on regarde dans les supermarchés, les grandes surfaces. Cuisse poule là, à 1,99 € le kilo, il sortit en Allemagne. Zèle poule là, chassé 1 kilo à 2,79 €, il sortit au Royaume-Uni. Brochette oignon à 7,77 €, il sortit en Pologne. Mais nous, Européens. C'est ça. Attends, mais aux Européens, mais au contraire, servir l'argent de l'Europe là, ce qu'on n'a pas qu'à faire à présent pour produire. Donc, ah oui, mais ça c'est point de vue. C'est point de vue. C'est point de vue. Puisque je regarde, les fonds européens, ils passent vite, FIADER là, passent vite. Donc ça, je regarde, c'est que si vous ne pas mettez en production à la portée de ces gens, à des circuits courts, l'ASPALE agit pour accompagner l'agriculture et la pêche, les producteurs locaux. On nous agit. Merci, Fred. Alors, Dani, j'entends le propos de Fred, mais quand on a deux monocultures, banane et canne, qui concentrent l'essentiel des aides POSEI, et puis, bien évidemment, les salariés, parce que c'est la menace de ces grandes sociétés-là. Hein. Ils te disent qu'ils ont 4 000, 5 000, 6 000 salariés. Qu'en penses-tu, toi, ton analyse? Face à ce genre de circonstances, moi, il y a deux choses que je récuse. Un, c'est la posture de la victime perpétuelle. D'accord ? On est victime d'une sorte de condamnation éternelle. Nous serions les victimes de la monoculture, de la canne et de la banane. D'accord ? Si on veut aller vers de la diversification, que fait-on de l'accès à la terre ? Parce que si on veut faire de la diversification, il faudra permettre un accès à la terre. La propriété privée est un droit constitutionnel. Oui, mais ça veut dire que tu dois créer des conditions, par exemple, pour faciliter, sortir des baux qui sont des conditions de mise à et aller vers des mises à disposition temporaires. Le législateur peut avoir des organismes qui sont des facilitateurs de mise à disposition provisoire de certaines terres, quand on sait que parfois on a du mal à faire des baux qui sont tacitement reconductibles pour une durée de 9 ans, ce qui peut entraver, on va dire, la liberté du propriétaire. D'où le rôle du député. D'où le rôle du député et du politique. Donc il faut avoir une doctrine sur ça. D'accord ? C'est important. Si tu veux parler de diversification et de sortir de la malbouffe, il faut fluidifier l'accès aux finances. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que sur ce sujet-là, on peut avoir des gains. J'étais encore, moi, ce matin, en contact avec des jeunes agriculteurs de la Démarche. C'est Bouga qui a souffert à la Démarche, qui est un arrière-pays qui est non chlordéconé, où il y a une vraie pratique de la culture maraîchère. Là, il y a une trentaine d'agriculteurs, ni 20 ans, je dis pas même resté 10. C'est au cas de moi, Dani, ça a fait 6 mois nous déposer des dossiers, je n'ai toujours pas de convention signée. Donc, il faut faire sur ça des progrès. Et puis, il y a une question, enfin, moi, qui me taraude. Nini cyclone Zijouta, mais agriculteur à Sipaniglo, qui m'en est qu'à faire. Il y a un problème, là. Il y a un vrai sujet politique, la question de l'irrigation. Donc, moi, quand j'entends parler de diversification et qu'on n'aborde pas la question de l'irrigation, je suis assez amusé en termes de méthode. Ou qu'à planter, pourquoi oser piquer ça? Et puis de l'eau qui a 5 € du mètre cube, l'eau du robinet, c'est comme ça qu'on veut penser un projet agricole pérenne. À un moment donné, il faut être sérieux et poser un cadre. Et j'ai aimé ton propos liminaire. On fait l'autonomie pourquoi et pour qui? On fait l'autonomie pour être en meilleure santé. Évidemment, il y a des enjeux économiques évidents qui sont ceux du développement de secteur d'activité qui est le secteur agricole. Et on n'a même pas parlé du combat et de la culture du goût. Qui est capable de reconnaître un fruit, je dis, les waféili, l'homme maintenant fait chenette, on fait mango et puis on fait pomme cannelle. Yo pièce pas ça c'est qui ça? Il y a un vrai enjeu à se réapproprier le goût. L'autre jour monter la démarche, tapisser puis mango à terre. Mais là nous tétimement mais nous te savent côté pied mango à Kaimi c'est Rosalie, Kaimi c'est Brival, nous tel mango pas te cani ton tomate, c'est qu'on chou ka vrai fruit à peine même bagaille. Donc si aussi sur ces sujets-là l'acteur public ne se réapproprie pas la nécessité qu'il y a au travers de la question de l'agriculture de faire la promotion du goût, toi qui es attaché à la question de cette culture, mais demain matin, les bougas prennent yaourt, ils prennent yaourt fraise là, ils l'a dit, les manques est piré, c'est piré pour nous peut faire piré et puis frit après, il y a des vertus, on va dire, diététiques qui sont évidentes. Donc, c'est pas à un agriculteur en solitude qui n'est pas expert de toutes ces choses-là de régler ces problèmes-là. Moi, je trouve qu'il y a une vraie défaillance
autour de cette cause-là. J'entends beaucoup parler d'autonomie alimentaire, mais on ne règle pas les prérequis qui sont ceux de l'accès à la terre, des conditions de financement, de la formation, de l'accès à l'eau, pour pouvoir déployer une stratégie ambitieuse dans laquelle on résout la question de la malbouffe, dans laquelle on met de l'équité, dans laquelle on met de la performance économique, parce que je pense qu'on peut aller concurrencer. Il y a des secteurs qui sont de vraies niches et qui permettraient aux Martiniquais de se singulariser. Je pense au café Grand Cru, je pense au cacao, je pense au cochon noir, je pense au mouton manqué, je pense au manioc qu'aujourd'hui nous allons acheter dans tous les pays du monde et que nous avons du mal à produire ici. Merci. Donc, il y a là, sans doute, de mon point de vue, une urgence à sortir des slogans politiques et s'inscrire vraiment de manière objective dans l'action. Et je trouve qu'à ce niveau-là, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas au rendez-vous malgré toutes les gesticulations auxquelles nous assistons depuis des décennies. Alors, j'entends tous ces arguments-là. Je me tourne vers Michel Bouanchy, économiste, pour dire finalement que le papier, la publicité que lisait Fred Lordine tout à l'heure, eh bien, c'est autant d'arguments que j'ai entendus pour détourner le consommateur de la production locale. Et bien sûr, bon, mais c'est le reflet. C'est le reflet de notre aliénation sur le plan économique, tout simplement. Par conséquent, pourquoi je lance tout à l'heure, mais nous, Européens, oui. Bon, par conséquent, il y a une véritable contradiction. Je vais donner mon expérience vécue. Je suis membre de l'Observatoire des prix. On a depuis quelques années mis en place ce qu'on appelle on a mis en place une liste de produits qu'on essaie dont on essaie de limiter les prix. Bon. Mais ces produits-là, chaque année, on fait cette liste, on doit résoudre plusieurs problèmes. Alors, le problème qu'a signalé Albert Bouffin, c'est-à-dire faire des produits qui soient diététiques. Bon. Deuxième problème, faire une liste de produits qui soient des produits fabriqués localement. Et troisièmement, résoudre le problème des produits dont les prix soient abordables. Et bien, quand on fait cette liste, bon, à l'heure actuelle, cette liste comporte 130 produits considérés comme de... Sur les 3 critères en question. Les 3 critères en question. Très bien. Alors, il y a des produits alimentaires, il y a des produits d'hygiène, des produits d'entretien, etc. Bon. Eh bien, on s'aperçoit d'une chose, c'est que nous avons du mal à remplir ces 3 critères dans l'état actuel de l'économie. Donc ça nous renvoie à ce que disait tout à l'heure Dany Chaumet. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir une prospective, une politique de développement. Hein? Bon, à l'heure actuelle, je m'excuse, la situation est la suivante. Le taux de couverture de nos besoins alimentaires, c'est le dernier. Alors, il va être publié la semaine prochaine. J'ai pu l'avoir. C'est le dernier rapport de l'IEDOM. Il va être publié la semaine prochaine. Bon. Le taux de couverture des légumes, c'est 39%. Bon. Le taux de couverture des fruits hors baleine, c'est 31%. Le taux de couverture de l'élevage, c'est 17%. Il y a quelques années, il y a une étude de la direction de l'agriculture. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce domaine, la maîtrise de la politique agricole n'est pas entre les mains de la CTM, ce n'est pas vrai, elle est entre les mains de l'État. Mais oui Laisse-le parler, t'as écouté. Mais oui. Vas-y. C'est qu'il y a gardé moi toi. Bon. Il y a quand même la DAF. Mais oui, bon, ces données-là, DAF. Pas la DAF qui tue la soupe mort. Bon. Eh bien, le problème, c'est que ce taux de couverture reflète un peu notre situation. Donc, ça veut dire qu'il faut une politique de développement agricole. Bon. Et effectivement, tu as évoqué quelque chose dont la première personne qui m'a parlé de ça, c'est mon ami économiste Jean Cruisol. Ce qu'il appelle la structure de goût. Ah oui, c'est la structure de goût. La structure de goût,
martiniquaise a été façonnée par les siècles de colonisation. Pour-tu nous manger la tue cochon parce que on fait venir de la viande salée de France dans les bateaux pour nourrir les esclaves. Mais on fait du colombo aussi. Hein? On fait du colombo. Eh ben voilà. Donc, Ça, c'est un peu plus récent. c'est un peu plus récent. On aime les deux. Un peu plus récent, c'est avec l'Inde. Mais on aime les deux. Au 19e siècle. Bon, donc nous devons aller à l'encontre de siècles de formation. Et récemment, bien sûr, ce que vous avez signalé, tu as appelé ça la malbouffe. Hein? Bon, effectivement. Donc c'est une entreprise colossale pour laquelle... vous savez quel est le fruit le plus consommé en Martinique? La pomme. Exactement. Mais oui. Alors, Fred, 30 secondes, et puis Danny, 30 secondes. Ouais, alors justement, Fais-moi 30 secondes. heureusement que nous Européens et heureusement que nous Français. Heureusement. Et mon cadeau, l'argent que l'Europe a mis à disposition, nous, et attendre les chiffres là, ou même vous ça peut faire la peine, les dit ça, Non, mais nous pas qu'à servir. Ça pas Je vais vous un exemple. Comment on a trouvé que nous avons importé sucre de Barbade et de Réunion, et nous avons une super usine, nous avons une super technicité pour bonner qui a planté con? C'est que, en quelque part, nous n'avons pas fait pour, et nous avons l'usine là qui peut faire sucre. Ensuite, je vais vous un deuxième exemple. Nous avons importé Zanana de Saint-Domingue, c'est des frères. Nous ne pouvons pas planter Zanana, nous tenons la plus belle usine de la Caraïbe qui a transformé Zanana, qui était la Socomore. C'est l'Europe qui tue, c'est la France qui tue. Attends, nous prenons le temps, puisque ça met tes sujets là. C'est pas un sujet, c'est un sujet fondamental. Ça manque à nous. C'est que si on ne pas prendre à bras le corps pour décider ou qu'à subventionner ce que l'Europe peut permettre, production là, il peut permettre tout bâtir agriculteur, marin pêcher à l'argent. Question c'est qu'on peut trouver toute qualité titime, ou qu'on demander toute qualité papier et ou pas qu'à bailler l'argent. Ça manque à nous à un moment donné, c'est que faut sortir, on dit dans logique bureaucratique et administrative pour arriver que l'argent arrive en poche marin pêcheur, en poche marin pêcheur ou en poche agriculteur. Et tout le monde pas comprendre ça, et surtout, il y a un autre bail, je vais créer ça moins, l'économie de la frugalité. Ou ça on dit pour pomme là, c'est vous qui prend une décision individuelle de dire, je ne vais pas manger pomme encore. Je ne vais pas manger pomme de l'eau, je ne vais pas manger pomme cannelle, mais je ne vais pas manger pomme. Ça raide. Parce que c'est une décision qui a imposé. Et c'est difficile. C'est difficile. Mais on peut faire. On peut dire non, je ne vais pas manger ça encore. Et ça, et c'est fait. Et c'est fait. Et c'est fait, et ça possible. Bon, stop. Alors. Qu'est-ce que ça change? Attends, je te redonne la parole. Ça change qu'on va manger sous Sky Mango à la place du pomme là. Tu as parlé 1 minute 30. Vas-y pour 1 minute. Non, ce que je voulais dire, pas en réponse à Michel, mais vraiment, il faut avoir une approche qui est une approche ambitieuse sur ces questions-là. Alors, il ne faut pas réduire le bonheur de la Martinique à savoir si oui ou non on va manger plus de pommes ou pas. Il y a un enjeu à ce qu'on consomme les produits locaux. Un enjeu écologique. Si nous avons vini, et on l'a vu lors de certains épisodes, en 2009, eh ben, on a trouvé, on a réactivé des ressorts que l'on croyait oubliés. Donc, au-delà de la question, encore une fois, économique, environnementale, sanitaire, et là, c'est là que j'ai une divergence de point de vue. Je regardais dernièrement une émission sur l'agressivité de l'industrie de l'agroalimentation sur les pays dits pauvres. C'est pas la colonisation, hein, c'est le marché qui a fait que il y a foutu au sucre parce qu'il faut écouler le sucre, il y a foutu au sel parce qu'il faut écouler le sel. Et face à ça, s'il n'y a pas des politiques publiques, et nous pouvons avoir des embryons de politiques publiques ambitieuses sur ces questions-là, dans le savoir manger, dans le comment faire, et la question de la culture du goût, c'est un combat perdu d'avance. Dernièrement, je visitais une exploitation agricole, une exploitation agricole au Morne-Rouge, le plus gros producteur de Christophine. Bougaka perd la moitié de production parce que nous pas qu'avait structuré la mise, enfin, ceux qui a créé les mises à disposition de matériel agricole. Pour faire que, nous faire de la surgélation et permettre notamment à des cantines ou autres de transformer des produits. Donc il y a un vrai sujet sur la transformation, sur les équipements pour permettre à des agriculteurs d'avoir une matière première qui est conservée, qui est valorisée, qui est distribuée. C'est ça faire de la politique. Si la politique ne sert pas à ça, à quoi elle sert? Merci. Michel, tu réponds? Non, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur tout ce qui a été dit.
La question, c'est d'avoir le pouvoir et la capacité de le faire et les moyens financiers. Et par conséquent, et le pouvoir de planifier. Par conséquent, ce n'est pas par prendre une décision individuelle. Moi, je vais tout seul dans mon coin décider que je mange de la pomme d'eau au lieu de des pommes. Ça n'a pas strictement rien changé. C'est où ça? Bon, ça, non, mais c'est où qui a dit ça? Là, je par peux contre, comprendre. Là, on a dit ça. Attends. Par contre, si je fais une politique à l'échelle des cantines, à l'échelle de... Bon, j'ai vu ça au Suriname. Il y a quelques années. Le ministre du Commerce avait décidé de faire consommer la production locale du Suriname. Bon. Eh bien, les types avaient mobilisé les moyens de la télévision publique du Suriname pour éduquer la population, pour faire des émissions, pour inciter la population à manger les produits du Suriname. Très bien, d'accord. Et par conséquent, c'est pas simplement tout seul dans son coin, le ministre qui s'est mis à manger des topinambours. C'est toujours une décision individuelle. Bon. C'est toujours une décision individuelle quand tu décides de ton alimentation. Non. Tu peux décider, décider on a que tu compris. manges des dachines chaque semaine. Tu te donnes Guy C'est Albert. mon cas. Tu te Tu donnes manges bonne des patates chaque conscience. semaine. C'est mon cas. Guy Albert, c'est à ton tour. Non, s'il vous plaît. Guy Albert. Tu te donnes bonne conscience à Non, mon non, compte. mais S'il comment vous c'est plaît. fait? Comment c'est pas fait? Pas faire la révolution S'il pour vous les plaît. autres. Mais non. Commence pas à faire Alors ta propre là, c'est de la révolution. cacophonie. Ouais. Alors, Guy Albert, vas-y. 30 secondes. Il faut savoir de quelle société sommes-nous. Bien sûr. Qui fait de société, que nous avons parlé d'une société martiniquaise quand même à un moment. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus restreindre des gens parce qu'on a une idée politique que faut que ces gens n'aiment pas manger comme ceci, il faut qu'ils mangent cela. Je crois qu'il faut préférer, il y a une préférence locale et qu'on doit tout faire pour pouvoir privilégier cette préférence locale qui porte une économie et la nôtre, forcément. C'est Dans ça. la dimension de la conscientisation. Absolument. Mais on a un ennemi, c'est le marketing capitaliste. C'est pas la colonisation. Alors, je ne parle pas de colonisation, là. Je parle de marketing porté par le Ce qu'il a capitalisme. montré là. Et il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux botter gosiller, tu peux manger popinot, tu peux manger tine, son tu peux manger, hein. Mais tu ne pourras jamais empêcher à mes enfants d'allumer la télévision. Clac. Et te dire, papa, ben je veux si ben jaune là. Ah ben non. Enfin, Chinois converti quoi à l'économie de marché. S'il vous plaît, ne soyons pas indisciplinés. Je crois que nous oublions un aspect fondamental. Mais en l'utilisant à son profit. Ne soyons pas indisciplinés. Écoutons-nous. Fondamental, c'est d'abord les libertés. Aujourd'hui, les libertés, quand elles s'expriment, elles nous ouvrent au monde. Et c'est ce modèle qui pollue nos sociétés. Et c'est justement ce modèle-là que nous devons combattre. De toutes nos forces, et rien d'autre comme ennemi. C'est le capitalisme mon ennemi, il n'y a pas d'autre chose. C'est où ton premier ennemi? Alors, Un point d'ennemi, c'est toi. s'il vous plaît. C'est toi. Ton acte de consommation est un acte individuel. Mais pas chaud, frère. Fred. Et une fois que j'ai contrôlé mon rapport de conscience avec la pollution et la létalité du capitalisme, que je peux enfin parler de souveraineté, d'émancipation alimentaire, puis qu'on parlait d'autonomie, mais d'abord d'émancipation alimentaire, on ne me revoit pas que je suis. Mais tu ne pourras jamais marketer ni Tine, ni Bla pour tout ça, si tu as le principal concurrent de ce monde, y compris chez nous, qui est la manière de penser. Moi, je n'y crois pas du tout, car mes enfants, ils vont toujours aller prendre le yaourt fraise et... Bon, stop. Parce que c'est quand même Là, maintenant, écoutez. Donc là... Ça me fait tous les samedis. Mais c'est pas et puis avec mon petit possible. rituel au Mais marché, il y a une expérience qui a été menée Dani. au Mexique. Juste une chose. Non, Dani. Tu Non, m'autorises pas. On va en parler. Donc après, sur l'expérience du Mexique, avec son appel, avec des Nutri-Score. Maman pas vu invité où une menace bête. Oh là là. Alors, non, mais voilà. Non, mais Je vais dissimuler, bien sûr. je plaisante. Mais non, mais sinon, ça devient difficile. Je vais suivre la sagesse de Fred. La gestion du débat devient difficile si on ne s'écoute pas et puis si on n'est pas un petit Ça peu peut arriver de temps en temps, c'est Bon, la vie. voilà. Alors, ce que je voulais dire, on a un dernier thème, mais je sais que ça s'allume depuis un moment. Le nouvel opérateur de desserte maritime de la Belfort-de-France. 30 secondes chacun, on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire 30 secondes chacun? Si oui, bon, alors, Guy Albert, 30 secondes, et puis les autres aussi 30 secondes. Vas-y, Guy Albert.
Bon, je crois qu'à travers Blue Line, nouvel opérateur de desserte maritime dans la baie de Fort-de-France, c'est simplement le transport intérieur, c'est simplement la voie de l'écologie, puisque là, on parle également de bateaux plus écologiques, de combattre ces pollutions-là, et puis c'est de désengorger les embouteillages martiniquais. Je pense que là, je ne m'intéresserai pas à Blue Line en tant que tel. Je m'intéresse à une politique du transport en Martinique, du transport maritime, une valorisation de notre littoral, et je crois qu'aujourd'hui, que cette initiative devrait se reproduire, mais être aussi soutenue, parce que si c'est juste un one-shot, pour durer 2-3 ans, ça n'a pas qu'à intéresser moi non plus. Parce qu'après, ce sont tous des problèmes. Oui, mais à condition qu'on ait toutes les garanties économiques pour que ça puisse tenir. Parfait, 30 secondes. Fred. Bon, mais là, mettez qu'on soit d'accord, et puis nouveau, mon qui a fait bail là. J'attends 10 années en conflit, oui. Il dit qu'il a viré pour tout le monde, tout va en entente. Martinique, nous, pour bail là, réussi. Il dit qu'il a acheté bateau neuf, en nous bail au chancieux, puisque. Quand il chapeau moins, l'entrepreneur a quitté là aussi, parce qu'il fait fonctionner difficilement. Après, il y a l'autre, peut-être baillant aussi, baillant un an de test, là, il dit qu'il mettait 3 mois dans les bateaux. C'est une idée, il dit qu'il a acheté bateau neuf, il a 7 bateaux, il les fait en manière, en nous, entendre pour nous, pour faire bagaille là fonctionner. Très bien. Et là, on reconnaît la difficulté des entrepreneurs. Dany, 30 secondes aussi. J'ai toujours milité pour que nous ayons une offre de transport qui soit à la hauteur des enjeux. Ce qui conditionne aussi pour partie le potentiel de développement de notre territoire, c'est notre capacité à être mobile à un prix raisonnable et dans des conditions acceptables. Je crois résolument aux autoroutes de la mer. J'espère que les perspectives politiques vont valoriser les opportunités sur le littoral du Nord Caraïbe et particulièrement à Shelcher où il y a une université, des quais, des dispositions pour accueillir du public et faire en sorte que ce transport maritime soit performant et qu'on donne une chance à cet entrepreneur. Parce que j'ai vu des entrepreneurs sur certains réseaux ne pas être à la hauteur. Donc faisons en sorte qu'il ait sa chance et que cette expérience nous amène à aller beaucoup plus loin en matière de valorisation du transport maritime. Merci. Non, mais c'est une bonne chose qu'il y a un changement de management. Bon, par ce qu'on appelle une délégation de service public, sauf que, malgré tout, ça commence par un conflit social assez dur. En réalité, le délégataire devrait reprendre les salariés de l'ancienne entreprise avec leurs avantages et leurs primes, etc. Or, apparemment, il ne le fait pas. Donc, je pense que ça démarre mal par un conflit social. Mais néanmoins, il faut que cette entreprise réussisse, puisque l'ancien responsable disait que ce n'était pas rentable. Bon, le nouveau dit oui, c'est rentable. Bon, il faut qu'il y ait la démonstration, qu'il puisse faire la démonstration que, notamment sur casse pilote, que c'est rentable. Voilà. Alors, quand on parle de rentabilité, juste quelques chiffres. Le ratio dépenses-recettes est de 26%. C'est-à-dire que vous avez 26% de recettes par rapport à la politique publique investie par Martinique Transport qui met le reste. Et puis enfin, il y a plusieurs lignes. Fort-de-France, Trois-Îlets, Pointe-du-Bout, ça sera 40 minutes. Pointe-du-Bout en Salane, en ce mi-temps, depuis Fort-de-France, c'est 40 minutes. Pointe-Simon, Case-Pilote, 34 minutes. Et puis, il y a une nouvelle desserte qui sera assurée. C'est Pointe-Simon, l'étang des abricots, 21 minutes. Il y a la possibilité. Et pas ni Marigot. Et surtout, Shelcher, ce qui est pour moi regrettable, contrairement aux promesses qui avaient été faites lors des débats sur la question du TCSP. Donc c'est un vrai sujet. Mais bon, on va pas tout condamner, mais je déplore quand même que la ville de Shelcher soit écartée de l'offre de service. Merci à vous. Avec un palais des congrès, une université. Merci à vous pour cette émission qui était une très bonne tenue au début et puis qui a un petit peu dérapé dans la passion à la fin. Alors, ceci étant dit, nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine. Par contre, ça sera une émission autrement plus politisée avec des analyses, avec des explications, avec aussi une sociologie politique qui a beaucoup évolué, notamment en France, et puis en Martinique, on verra. Et donc, on vous souhaite une bonne soirée. Allez voter, n'oubliez pas que c'est samedi. Et puis, à la semaine prochaine sur Zouk Télévision, dans votre émission favorite, Le Kiosque. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Là, on a fini au 40.